Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission Détournant le nom. Je suis Zaitouna Amada, votre présentatrice, et je suis ravie de vous accueillir sur les ondes de Radio Campus Tours pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la pensée d'Avicenne pour interroger les liens entre ontologie et la théorie de la création. L'émission du jour sera un entretien entre deux invités. J'accueille tout d'abord Enzo. Bonjour. Et bonjour à tous et à toutes. Vous êtes passionné de philosophie politique et d'économie et vous travaillez plus particulièrement sur les questions relatives à la pauvreté et à la précarité. Votre regard sera essentiel car la différence de vos domaines d'intérêt vont nous pousser à considérer ces sujets métaphysiques sous un angle social et concret. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Mathieu Richard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tuteur pédagogique à l'Université de Tours pour la 4e année consécutive et vous terminez votre master en vous spécialisant dans la philosophie arabo-musulmane. Vos recherches actuelles consistent à tenir l'ensemble l'ontologie et la création chez Avicenne, notamment à travers l'idée de l'émanation des formes. Est-ce que tu peux nous présenter la philosophie sur laquelle tu travailles ? Alors oui, effectivement, mon mémoire porte sur la métaphysique du philosophe persan Ibn Sina, qui est connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Alors il naît en 980 et meurt en 1037. C'est un auteur dont on parle assez rarement. La plupart du temps, on connaît mieux Avicenne pour ses travaux de médecine, qui vont déterminer l'enseignement de cette discipline grossièrement jusqu'au XVIIe siècle. Il a également une carrière de juriste qui est un petit peu moins connue. Alors c'est un aspect que je trouve assez intéressant de son œuvre, parce qu'en fait, ça nous permet de penser la politique comme une espèce de médecine de la société. Je rappelle que son œuvre majeure en philosophie s'appelle le Kitab al-Shifa, qui signifie livre de la guérison. Donc on a encore cette idée d'une dimension curative, cette fois, de la philosophie. En ce qui concerne plus précisément sa philosophie, elle est assez largement ignorée du grand public. Il a été intégré au programme de terminale que très récemment, il me semble que c'était 2022. Et je dois dire que même parmi les philosophes, je trouve qu'on en parle assez peu. En effet, quand on parle de philosophie arabo-musulmane, on pense plus souvent à Averroès qu'à Avicenne. Alors Avicenne a principalement écrit en arabe, mais également en persan. Je rappelle que l'arabe est une langue savante au même titre que le latin. Alors, sans entrer dans le détail de la vie d'Avicenne, je crois qu'il est quand même intéressant, pour commencer, de noter quelques-uns de ses faits d'armes, notamment son extraordinaire précocité. Alors, à l'âge de 10 ans, il connaît le Coran, l'arithmétique, la géométrie d'Euclide, la logique porphyréenne, j'espère que nous y reviendrons, et s'initie seul à la cosmologie de Ptolémée. À 14 ans, il lit les œuvres médicales d'Hippocrate d'une traite. Il lit ensuite Galien avant de décrocher un diplôme de médecine à 16 ans. Et à seulement 17 ans, il enseigne la médecine à l'hôpital de Bourara, donc qui se situe à peu près dans l'actuel Ouzbékistan. Alors c'est très à l'est de Bagdad, Bourara, raison pour laquelle, même d'un point de vue islamique, la philosophie d'Avicenne est véritablement orientale. Alors, à l'époque où il commence à enseigner, il est appelé au chevet du prince Nou Ibn Mansour, qui souffre de coliques inexpliquées, et qu'Avicenne parvient à guérir en étudiant l'environnement du prince. Donc il diagnostique un empoisonnement au plomb dû à la peinture qui ornait les assiettes. Alors à cette occasion, Avicenne est autorisé à consulter la bibliothèque princière et acquiert la connaissance de l'ensemble des auteurs disponibles en 1 an et demi, pour acquérir une connaissance encyclopédique des savoirs de son temps à l'âge de 18 ans, rien que ça. Cependant, un ouvrage particulier lui résiste. Il s'agit de la métaphysique d'Aristote, qu'il lit à peu près, on estime, une 30aine de fois. Alors je trouve que l'accès limité aux bibliothèques caractérise un rapport spécifique aux ouvrages. Rapport qui exprime l'acharnement et la patience d'Avicenne à l'endroit de la métaphysique. Pour reprendre à peu près ce que tu viens de dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que déjà la philosophie au Moyen-Âge, c'est pas quelque chose qui est très courant, qu'on apprend, même au lycée, etc. En plus, comme tu disais, arabo-musulmane, c'est un truc qui est pas forcément
bien compris par nous en Occident. Et du coup, tu parles du rapport au livre. Ça, c'est un truc qui est, moi, de mes souvenirs d'études, c'est un truc qu'on nous a pas mal parlé, le fait de les moines copistes, ce genre de choses. Est-ce que tu penses que, genre, cette façon de lire les livres, etc., de s'approprier le savoir, ça constitue un rapport spécifique? Oui, alors un rapport spécifique qui est lié à l'époque, mais qui, à mon avis, est aussi lié au contexte religieux. Disons que dans la culture musulmane, le par cœur est quelque chose d'assez essentiel. Il y a l'idée que l'intellect des jeunes enfants est plus disposé à la réception de la théorie, et donc il y a cette formation au par cœur dans le cadre des études scientifiques. Ouais, du coup, tu as commencé à parler d'Aristote. Nous, on voit surtout, j'ai l'impression, au Moyen-Âge, c'est surtout des gros connaisseurs d'Aristote qui commandent beaucoup Aristote, notamment la métaphysique. Est-ce que tu peux nous parler un peu, de comment Aristote il est arrivé dans le monde musulman, parce que c'est pas forcément quelque chose qui nous paraît évident. En ce qui concerne la réception d'Aristote dans le monde arabo-musulman, alors il est reçu beaucoup plus tôt qu'en Occident. Parce qu'en fait, on va avoir un certain déploiement administratif et une certaine concentration des richesses qui vont permettre le développement de ce qu'on pourrait considérer comme des instituts universitaires. Et donc, sous l'impulsion d'un auteur qui s'appelle Al-Kindi, le corpus aristotélicien va être traduit en arabe par l'intermédiaire notamment de traducteurs syriaques. Ce qui fait que on a une situation assez spécifique à cette époque, c'est-à-dire une réception qui est déficitaire d'Aristote en Occident et qui, on pourrait dire, est excédentaire dans le monde musulman, puisque de très nombreuses œuvres d'Aristote sont traduites, et on va même lui attribuer des œuvres qui ne sont pas de lui, ce qui va créer des problèmes d'interprétation. Alors, pour ce qui est d'Aristote, je rappelle, c'est le célébrissime auteur du IVe siècle avant notre ère. Alors, au Moyen-Âge, vraiment, Aristote, c'est l'autorité par excellence. Il est d'ailleurs souvent assimilé à la rationalité même. D'un point de vue historique, la rencontre d'Aristote avec la théologie musulmane détermine pour part la spécificité de sa réception, notamment la rencontre des notions de création et d'éternité qui sont des objets de ma recherche. Alors tout de suite, on peut se demander en quoi la philosophie d'Avicenne est musulmane. En effet, la philosophie relève de la rationalité pure, là où la religion est le domaine de la foi. Alors, dans le cadre de ma recherche, ce distinguo serait d'autant plus pertinent que je travaille essentiellement sur le corpus avicennien du Kitab al-Shifa, donc livre de la guérison, qui reprend les matières de la philosophie antique, notamment la logique, la psychologie, la physique et la métaphysique, qui sont donc des disciplines distinctes de toute théologie révélée. Je remarque d'ailleurs qu'Avicenne, dans sa métaphysique du Shifa, utilise assez peu le vocabulaire de Dieu et lui préfère un terme technique, le nécessairement existant, dont je vous parlerai plus tard. Alors, je pense cependant que la révélation coranique constitue un cadre de pensée avec lequel le discours théorique est susceptible de s'accorder. Je pense qu'une opposition trop frontale de la philosophie et de la révélation prive les exégèses d'une certaine fécondité. Dans le cadre de la philosophie avicénienne, ce rapport se justifie d'autant plus quand on tente de comprendre le terme « livre de la guérison » qui peut s'entendre comme une médecine de l'âme, et ce, dans une perspective qu'on dirait sotériologique, c'est-à-dire dans la perspective du salut.
L'idée d'une correspondance entre philosophie et religion et révélation, est loin d'être l'exclusivité de la philosophie musulmane ou même arabe. Leibniz, dans ses essais de théodicée, défend dans le cadre chrétien la conformité de la foi et de la raison. Or, en ce qui concerne la création, la philosophie aristotélicienne dont s'inspire Avicenne semble contredire la révélation coranique. En effet, Aristote démontre l'éternité du monde, là où la révélation coranique décrit la création du monde en 6 jours, ce qui semble impliquer une contradiction. Mon mémoire porte donc sur ce paradoxe. Du coup, c'est ça, moi, c'est pour ça qu'on parle beaucoup tous les deux, c'est que aussi, je trouve toujours intéressant le fait de considérer la recherche rationnelle, on va dire, d'une certaine manière, le truc qu'on retrouve chez Aristote, et de manière plus générale qu'on nous apprend avec la philo antique, et le Moyen-Âge où il y a vraiment ce décalage avec la foi, qui prend une part vraiment importante, et qui, a priori, n'est pas quelque chose qui peut se ressentir de manière rationnelle, et qu'il y a cette tentative d'essayer de concilier les deux, quoi, de justifier sa foi rationnellement et de justifier la raison par la foi. Moi, c'est ça qui, je trouve, qui est intéressant, de à la fois traiter des choses rationnelles et irrationnelles, quoi. Et voilà. Maintenant, que tu as posé un peu les jalons historiques, quoi, est-ce que tu peux nous parler du problème philosophique général que tu traites, et surtout pour nous, avec des auteurs qu'on peut plus connaître, ou en tout cas des questions avec lesquelles on est plus familière dans notre cursus, quoi. Alors, je préfère le dire tout de suite, c'est un peu technique, c'est de la métaphysique, donc forcément, ça demande un certain effort d'abstraction. Je vais essayer d'exemplifier le plus possible, mais voilà. Il faut se tenir un petit peu à la trajectoire de pensée. Alors, le titre provisoire de mon mémoire, je pense que les mots disent le type de difficulté. Il s'intitule « Le principe de plénitude dans la philosophie d'Avicenne, enjeu ontologique de la cosmogonie ». Alors bien sûr, tout ça, ça fait beaucoup de mots, mais bon, c'est un peu aussi à ça que servent les titres provisoires, c'est-à-dire à faire rêver ceux qui les écrivent. De manière, disons, un peu plus modeste, si je peux l'être, j'entends défendre la thèse d'une nécessité de la réalisation de l'intégralité des possibles. Est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que tu veux dire par là ? Oui, alors, typiquement, quand on envisage le possible, on envisage un nombre de possibles qui excède les réalités dont nous faisons l'expérience. Typiquement, et je cite un exemple qui est celui d'Avicenne, il cite la maison heptagonale. Et donc, la maison heptagonale est comprise comme impossible en tant que cette idée n'implique pas de contradiction, bien que potentiellement nous ne fassions jamais l'expérience d'une telle maison. Et ce que j'entends défendre dans mon mémoire, c'est que justement ce type de possible, du type de la maison heptagonale, doit nécessairement se réaliser dans la création. Alors il ne faut pas seulement l'entendre en tant que réalisation concrète, mais également comme réalisation psychologique. Dès lors que j'arrive à intelliger la maison heptagonale, ça veut dire qu'elle possède un être, et donc qu'elle se réalise quand bien même cela ne serait que dans mon esprit. Du coup, si je comprends bien, si j'imagine un oiseau avec 3 ailes, ça veut dire qu'il existe d'un point de vue de la création, mais seulement dans ma pensée. Alors, il faudrait regarder de plus près, mais je pense que cet exemple, il témoigne d'une manière contemporaine de comprendre l'imagination, c'est-à-dire une imagination
qui serait productrice d'entités qu'on n'aurait pas encore connues. Au Moyen-Âge, l'imagination joue un rôle tout à fait différent dans le processus de la connaissance. Pour en revenir à ton oiseau à 3 ailes, on sent bien que la 3e aile ne fait pas grand-chose. Et donc, la possibilité d'une telle créature, d'un point de vue strictement logique, pose problème, raison pour laquelle elle n'est pas disposée à la réalisation. Disons que, effectivement, nous pouvons penser des objets qui n'existent pas. Est-ce que pour autant nous les réalisons ? Pas vraiment, puisque en fait la réalisation implique la validité logique, ce qui n'est pas le cas de l'oiseau à 3 ailes. Du coup, je vais être un peu embêtant. Si on prend le cas d'un oiseau qui a une malformation et qui a une 3e aile, techniquement la chose existe déjà. Donc c'est pas moi personnellement qui ai créé l'oiseau à 3 ailes. Je suis désolé, c'est pas le meilleur exemple, mais du coup, ce que je veux te dire, c'est plutôt dans cette idée de réalisation des possibles dans la création, il y a cette idée aussi que il n'est pas possible d'anticiper la création parce que du coup, est-ce qu'il y a ce truc-là de conflit, le rationnel et l'irrationnel, entre guillemets? Est-ce que c'est un truc que tu peux retrouver dans ce genre de paradoxe? Alors oui, dans ce que tu me dis, il y a la question notamment du devenir, des choses qui ont précédé et des choses qui vont advenir. Or, dans mon mémoire, ce que j'essaye de faire, c'est de considérer la création dans son ensemble, et ce, indépendamment des déterminations temporelles. Et donc, le principe de plénitude que j'évoque, en fait, il doit s'entendre, disons, du point de vue de l'éternité. Donc, il s'agit de montrer que le système d'Avicenne exige cette réalisation. Est-ce que quand j'y réfléchis, est-ce que je peux statuer sur l'existence des licornes ? Pas sûr qu'on essaye d'aller dans cette direction-là, en fait. C'est pas exactement l'objet de ma recherche qui porte essentiellement sur ce qu'on appelle les universaux. Typiquement, de dire un oiseau, par exemple, est un universel. Alors du coup, c'est bien que tu parles des universaux, Mathieu. Alors déjà, on va juste revenir sur 2 mots que tu as utilisés dans ton titre, donc ontologique et cosmogonie. Et ensuite, c'est un truc que tu parles abondamment dans ton mémoire, c'est le problème des universaux. Et du coup... Juste pour rappel, vous écoutez Étonnant Nom, un podcast original de l'association Kairos sur Radio Campus 99.5. Vas-y Mathieu. Alors oui, effectivement, je suis parti de... Mon mémoire de M1 portait sur les universaux. Je peux peut-être en dire 2 mots parce que ça concerne aussi ma rencontre avec Avicenne. Au départ, je me suis posé cette question des universaux que je vais détailler, mais j'avais pas de réponse toute faite. Et donc, c'est en faisant mes recherches que j'ai découvert la thèse d'Avicenne sur le sujet. Je l'ai trouvée vraiment très élégante et c'est comme ça que je me suis engagé dans la lecture de cet auteur et maintenant, plus avant, dans la recherche en philosophie arabo-musulmane. Donc je disais, oui, effectivement, le problème des universaux. Alors le problème des universaux, c'est un problème extrêmement classique en philosophie, particulièrement en philosophie médiévale. C'est un problème qui, en fait, concerne les formes les plus fondamentales du langage.
Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est un universel. On peut partir d'un énoncé très simple. Par exemple, Pierre est un homme. En philosophie, l'énoncé Pierre est un homme est appelé proposition. Alors, une proposition, elle est constituée d'un sujet, d'une copule et d'un prédicat. Dans l'énoncé Pierre est un homme, Pierre est le sujet, le verbe être est la copule, et homme est un prédicat. On appelle universel ce qui peut se prédiquer de plusieurs, ou de manière moins technique, qui peut se dire de plusieurs individus. Typiquement, je pourrais prendre différents individus, Pierre, Paul, Gaëtan, et leur attribuer le prédicat d'homme. De même, si je reprends l'exemple de l'oiseau, je pourrais avoir affaire à différentes espèces d'oiseaux et dire de ces différentes espèces et de ces différents individus qu'ils sont des universaux. Donc, le problème des universaux consiste à se demander quel est l'être des universaux. Tu me posais la question de l'ontologie. Donc, l'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. Donc, voilà un terme technique, mais dont je dirais qu'il interroge la réalité des choses. Ici, par exemple, avec l'universel homme, il s'agit de se demander quelle est la réalité de l'humanité qu'on attribue, par exemple, à Pierre, Paul ou Gaëtan. Cette question, elle engage la question du statut de vérité d'un énoncé, aussi basique que Pierre est un homme. En effet, la vérité peut être définie de manière très simple, comme la correspondance de l'énoncé avec la réalité. Il convient donc, afin d'avérer ou de réfuter l'énoncé Pierre est un homme, de se demander si si homme est une propriété réelle de Pierre, et donc de se demander si les universaux, que ce soit homme, cheval, bleu ou vert, qui tous peuvent s'attribuer à plusieurs individus, correspondent à la réalité. Ou alors, d'un autre côté, si ces termes ne renvoient qu'à des classes d'objets définies par une communauté d'individus qui en parlent. En fait, ce seraient des termes qui ne seraient relatifs qu'à l'usage qu'en font les individus et qui n'auraient pas de rapport à la réalité. En somme, il s'agit de se demander si l'universel est un produit de l'esprit humain ou s'il existe hors de celui-ci. Alors, pour moi, ce problème, il dénonce une attitude philosophique, c'est-à-dire l'inquiétude à l'endroit des banalités. En effet, l'énoncé « Pierre est un homme » n'est pas problématique à première vue. Le problème des universaux est donc une invitation à la réflexivité critique à l'endroit de ce qui semble aller de soi. Et donc je pense qu'on peut établir un rapport avec le titre de l'émission, à savoir « Étonnant non ». Alors autant dire que dans la mesure où le problème concerne les formes les plus fondamentales du langage et de leur rapport à la réalité, le problème, il hante tout discours à prétention scientifique. Et ce, d'autant plus que l'universel est ce qui est identique en plusieurs. Or, comme le dit Platon dans le Cratyle, il n'y a de science que de l'identique, et comme l'indique Aristote, il n'y a de science que de l'universel. Alors, je cite ces deux auteurs parce qu'ils sont vraiment les acteurs d'une gigantomachie qui se joue jusqu'à nos jours en métaphysique. Alors du coup, c'est vraiment, on comprend que c'est un problème qui est fondamental, comme tu dis, parce que comme tu dis, à ce moment-là, on se pose la question de qu'est-ce qui est vrai, donc les questions scientifiques, mais on peut aussi se poser des questions morales, du genre est-ce qu'il y a un bien universel, est-ce que ce genre de choses, ou des questions politiques, à qui on donne le titre d'homme d'un point de vue juridique ou d'un point de vue social, on va dire. Du coup, tu parles de Platon et Aristote, donc qui sont donc les philosophes antiques qu'on connaît en général le mieux. Et du coup, comment Avicenne il répond à cette question? Pourquoi ça t'a intéressé autant surtout? Et j'imagine qu'il y a un décalage parce que Platon et Aristote, c'est le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ.
Comment ça s'est traduit dans les pertes qu'il y a pu avoir, notamment au niveau des ouvrages, etc. Alors, effectivement, concernant Platon et Aristote, on est en train de parler du 4e, 5e siècle avant notre ère. Alors, il faut voir que le problème des universaux, il est très largement déterminé par l'interprétation d'Aristote par des gens qui se revendiquent de Platon. C'est typiquement le cas de Porphyre, donc, qui est le premier auteur au IIIe siècle de notre ère à vraiment formuler le problème. Alors, il annonce la question dans un traité qui s'appelle Isagogé. Et l'Isagogé, c'est une introduction aux catégories d'Aristote, mais dans la perspective de l'étude de Platon. On a en fait l'impression d'une sorte de renversement. Donc, effectivement, les divergences d'opinion entre Platon et Aristote sur cette question vont être renforcées par ces analyses qui tentent de faire la synthèse entre ces deux auteurs. Pour ce qui concerne donc la formulation du problème, donc Porphyre, auteur du IIIe siècle, auteur de l'Isagogé, disciple de Plotin, il écrit en ce qui concerne les genres et les espèces. Alors on pense notamment à l'homme et à l'animal. La question est de savoir si ce sont des réalités subsistantes en elles-mêmes ou seulement de simples conceptions de l'esprit. Et en admettant que ce soit des réalités substantielles, s'ils sont corporels ou incorporels. Si enfin, ils sont séparés ou ne subsistent que dans les choses sensibles et d'après elles. Alors, de manière assez schématique, Platon pense la validité des énoncés que j'ai dit être propositionnels, de type Pierre est un homme ou l'oiseau est un piaf. Il le pense grâce au modèle de la participation aux fameuses idées platoniciennes. Pour lui, la proposition Pierre est un homme est vraie dans la mesure où Pierre participe de l'idée d'humanité. Notez que l'idée platonicienne est aussi appelée forme avec un F majuscule, qui désigne la forme commune participée. L'idée ou forme commune participée dont rend compte le prédicat homme est principe de l'individu qu'elle détermine, à savoir Pierre. En tant que l'humanité est principe des êtres qui sont dits hommes, il apparaît que l'idée constitue l'horizon de la science. Alors le modèle de Platon, il est un peu contre-intuitif, parce que si on nous demandait de désigner ce qu'est la réalité, on aurait plutôt tendance à pointer des réalités sensibles. Or pour Platon, le monde des idées, donc le monde intelligible, a plus de réalité que le monde sensible. Et pour défendre cette idée, Platon fait référence à la subsistance des idées, à savoir par exemple l'humanité qui subsiste en dépit du fait que les hommes naissent et meurent. Du coup, si je comprends bien, donc il y a Porphyre. C'est quelqu'un qui, au IIIe siècle, trouve un ouvrage d'Aristote qui, lui, il a un point de vue platonicien des choses. Il essaie de comprendre ce problème des universaux, voit qu'il y a un problème entre est-ce que ces choses-là universelles, est-ce qu'elles existent ou est-ce qu'elles n'existent pas. Ouais. Donc ensuite, tu nous as parlé de Platon, donc pour nous dire que Platon, lui, il pense que ces choses-là universelles existent, donc c'est les idées, c'est les formes, ce genre de choses, qu'elles sont plus réelles parce qu'elles subsistent même quand les choses sensibles meurent. C'est-à-dire si demain, moi, je meurs, il y a une certaine manière le fait que l'idée de gars qui porte une casquette, ça va continuer d'exister. Ce genre de choses. On est d'accord. Est-ce que c'est ça que tu veux dire, Mathieu ? Oui.
disons, dans l'ordre du monde platonicien, les idées sont des réalités, comme je vous l'ai dit, qui sont intelligibles. Et en ça, elles précèdent le sensible. Je vais vous passer les termes techniques pour une fois. Si les idées précèdent les individus sensibles, on a chez Platon l'idée d'une hiérarchie qu'on pourrait dire ontologique ou métaphysique. Puisque les idées précèdent les réalités sensibles et les idées sont elles-mêmes ordonnées les unes aux autres sous, disons, le principe du bien. J'insiste un petit peu sur ce point parce que la question de la hiérarchie va avoir une importance assez importante dans le cadre de la réception par Avicenne, puisque la hiérarchie de Platon permet de comprendre les processus d'émanation qui sont présentes dans la philosophie chrétienne et musulmane. Je t'en prie. Vous écoutez Étonnant nom, une émission originale de Kairos sur la vulgarisation philosophique sur les ondes de Radio Campus. On se retrouve juste après la petite pause musicale.
Bonjour. Nous reprenons après cette courte pause musicale. Vous êtes toujours sur Étonnant Nom, émission de Kairos. Et nous reprenons donc avec Mathieu. Oui, donc j'avais fini de vous expliquer de manière, j'insiste, très schématique, la position de Platon. Et comme je vous disais, bon, il y a une dimension un peu contre-intuitive chez Platon, à savoir une plus grande réalité des idées par rapport à l'expérience sensible. Et en fait, ça va constituer le point de départ d'Aristote. Pour Aristote, les universaux ne sont pas des entités transcendantes à la pensée humaine, mais ils sont produits par celle-ci. Alors, dans le cadre de la pensée aristotélicienne, la formation des universaux est le résultat d'un processus d'induction. Pour faire très simple, j'observe plusieurs individus qui ont entre eux des traits communs et je conçois la forme qu'ils ont en partage. Par exemple, Pluto, Dingo, Rantanplan et Médore ont en partage la forme du chien. Alors, pour comprendre la formation de l'universel de la psyché, on peut se référer à une matière psychique dans laquelle s'imprime la trace des individus, trace qui, par répétition, témoigne des caractères communs aux différents individus rencontrés. On peut donc en déduire que l'universel, par exemple l'homme, ne subsiste pas à l'état séparé, comme c'était le cas chez Platon. C'est l'esprit qui conçoit l'universel. En effet, à proprement parler, je ne fais jamais l'expérience de l'homme en général. Je fais toujours l'expérience de Pierre, Paul ou Baptiste. Pour vraiment se faire une idée du problème, il est intéressant d'essayer là tout de suite de se représenter l'homme en général. On se rend vite compte qu'il est difficile de se représenter l'homme sans se représenter un individu particulier. Dans la mesure où pour Aristote, les universaux sont des produits de l'esprit à partir des choses, on peut dire qu'ils sont postérieurs à la réalité, là où chez Platon, ils étaient antérieurs à la réalité. Il y a donc un dissensus assez fort entre Aristote et Platon en ce qui concerne le statut ontologique, c'est-à-dire du point de vue de la réalité, des universaux. Je ne vais pas faire le détail de l'argumentaire, mais Aristote attaque la position de Platon, à savoir la théorie des idées dans sa métaphysique. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est Métaphysique Z13 à 16. Si de manière schématique, Platon et Aristote sont en désaccord, à mon sens, il est préférable de ne pas les opposer de manière trop ferme. Et ce, le plus souvent, pour faire triompher Aristote. En effet, Platon n'ignore pas les difficultés liées à son système, il les évoque dans le Parménide. De plus, dans plusieurs énoncés d'Aristote, il y a une certaine rémanence de Platon. Du coup, pour continuer ce que tu dis, c'est ça aussi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le fait que chez Platon et Aristote, il y a une opposition qu'on présente de manière schématique, mais de fait, si Porphyre se pose la question lui-même d'un point de vue platonicien et en commentant un texte d'Aristote, c'est qu'il y a une frontière qui est assez ténue en fait au final. Moi, la question du coup que je vais te poser, c'est en passant un peu le côté, les critiques que Aristote et Platon peuvent se faire, en fait, c'est quoi l'idée que Avicenne se fait en fait finalement de cette opposition assez qui semble assez corsée? Alors, pour comprendre
la position d'Avicenne, il faut bien voir qu'une des choses qui fait problème en ce qui concerne les universaux, c'est le fait qu'une chose, par exemple l'humanité, puisse se trouver en différents individus. On a du mal à comprendre qu'une chose une soit en plusieurs. Et donc, pour surmonter ce problème, Avicenne va réinterpréter une thèse qu'il a héritée de Farabi et qui est la thèse de l'indifférence de l'essence à l'existence. Alors, vous allez me dire pourquoi les essences débarquent soudainement. L'essence est, pourrait-on dire, le principe rationnel d'après lequel la chose est ce qu'elle est. En philosophie, on parle de principe quiditatif, qui permet de répondre à la question quid est. Qu'est-ce que c'est ? Par exemple, qu'est-ce que Pierre ? Pierre est un homme. Homme peut donc être identifié à l'essence de Pierre. Dès lors, on voit bien que le terme d'essence s'inscrit dans une filiation des termes d'idée chez Platon, d'universel et de forme chez Aristote. En effet, l'essence, l'universel, l'idée ou la forme peuvent être compris comme des raisons de la chose. Comprendre l'essence comme un principe de la chose semble réintroduire une sorte de réalisme platonicien. Cependant, Avicenne refuse à cette essence une existence par soi, donc une existence séparée, dont je vous dis qu'elle était antérieure à la réalité. Et en ça, il suit la réfutation d'une existence séparée des universaux qu'Aristote a développée. Donc, pour reprendre le questionnement au départ, c'est-à-dire la réalité des universaux, nous avons dit que l'universel pouvait d'une certaine manière s'entendre comme synonyme de l'essence et que l'essence pouvait être comprise comme principe rationnel des existants. En effet, l'universel homme peut se dire de plusieurs individus, Pierre, Paul ou Jean, et l'humanité constitue l'essence des individus. Dès lors, la question qui suit immédiatement la réalité des universaux est celle d'une réalité des essences. Alors, comme Aristote refuse d'accorder aux universaux une existence séparée, de même Avicenne refuse aux essences une réalité par soi. À ce sujet, l'argument d'Avicenne consiste à penser l'essence comme principe rationnel de la chose, et il est donc question de s'intéresser aux définitions qui tombent sous chaque essence. Alors, quelle que soit l'essence que je choisisse, que ce soit l'homme ou bien l'oiseau par exemple, aucune d'elles ne comprend l'existence dans sa définition. Alors, je reprends l'exemple que j'utilise depuis le début, à savoir l'essence de l'homme. Je peux le définir comme un animal doué de raison. Or, cette définition n'implique pas l'existence. En effet, le terme « exister » n'y figure pas. La seule chose qu'exige l'essence en tant que principe rationnel de la chose est de n'être pas contradictoire, donc de ne pas être un oiseau à trois ailes, c'est-à-dire d'être possible. Alors, à tout le moins, si l'universel ou l'essence n'existe pas par soi, on sort du problème qu'engageait la théorie des idées. Puisque si l'universel n'existe pas par soi, alors il n'est pas substance. Et dès lors, on n'est plus tenu d'admettre que des individus qui participent d'une même idée sont un seul et même individu. Alors, le caractère principiel de l'essence est d'autant plus présent qu'Avicenne affirme que l'essence constitue la réalité de la chose. Il s'agit en fait de dire qu'il n'existe aucune chose qui n'ait pas d'essence. Ce qui n'a pas d'essence n'est rien. C'est de la matière purement indéterminée. Alors, raison pour laquelle l'essence joue un rôle assez central dans l'existence des choses. En effet, si l'existence est principe, on est en droit de penser qu'elles occupent un rang plus élevé que les êtres sensibles. C'est donc à nouveau la question de la hiérarchie qu'on avait chez Platon qui se joue. On peut dissoudre le problème en disant que ni les essences ni les êtres sensibles n'existent par eux-mêmes. Et c'est bien ce qu'impose le cadre de pensée islamique, qui est celui d'Avicenne. Aucune réalité n'existe
qui ne soit causée par Dieu. Et en ça, les choses dont nous faisons l'expérience quotidienne ne sont par elles-mêmes que possibles, c'est-à-dire que leur définition n'est pas contradictoire. Or, ce qui relève de la définition relève de l'essence. De manière un peu grossière, j'essaye de vous montrer le lien qui existe, selon moi, entre la solution d'Avicenne au problème des universaux, à savoir l'indifférence de l'essence à l'existence, et la théorie de la création. Oui, du coup, c'est pour ça que moi je trouve que c'est ça qui est, comme je reviens un peu sur ce qu'on disait au départ, c'est le côté a priori de la révélation musulmane qui semble pas forcément liée à une philosophie, comme on dit, rationnelle du côté de chez Platon et Aristote. Comme c'est de la révélation, on aurait tendance à penser que c'est quelque chose qui outrepasse ces choses-là, mais que en fait, chez Avicenne, ça prend toute sa place dans le système, dans son système à lui, mais de manière générale, ça répond à une question philosophique qui est quand même beaucoup plus large et qui date d'une époque encore antérieure. Et justement, ce truc-là de se poser la question de est-ce que les universaux, ils existent ? Mais alors, si on pose leur existence, il y a problème. Ça veut dire que du coup, comment on fait pour le truc de ces choses-là existent dans plusieurs individus à la fois. Et de l'autre côté, si on ne pose pas l'existence, alors ça pose problème parce que du coup, au niveau de la religion, ça pose problème de se poser de la question de est-ce que ces choses-là, c'est Dieu qui les a créées, mais si c'est pas Dieu, c'est quoi le problème ? On va dire. Alors oui, alors effectivement, à mon avis, Avicenne reçoit le problème d'un héritage, disons, antique, avec les positions respectives d'Aristote et de Platon, mais effectivement, il va les penser dans un cadre hiérarchisé qui est celui de la philosophie musulmane. Donc, ce qu'essaye de faire Avicenne, c'est de suivre Aristote, mais étant donné le contexte théologique dans lequel il est en quelque sorte contraint de faire droit à la hiérarchie ontologique qui était celle des platoniciens et des néoplatoniciens. Alors, effectivement, pour repenser ensemble, disons, les exigences de la révélation et les arguments métaphysiques, on peut penser la création comme une effectuation du possible par Dieu, c'est-à-dire une réalisation des essences. Cette manière de voir donne un aperçu du problème. En effet, dans cette conception, le possible, ou disons les essences, semble précéder les êtres créés. Or, si le possible ou l'essence précède l'existant, il semble qu'il faille lui accorder l'être, voire même l'existence. Or, comme j'ai essayé de vous le montrer, la solution au problème des universaux requiert de ne pas accorder une existence par soi aux essences qui ne sont rien d'autre que des possibles. Il semble qu'il y ait donc une contradiction, car d'une part, la précédence du possible sur les êtres créés semble impliquer l'existence du possible, et donc des essences, autrement dit des universaux, là où d'autre part, Avicenne lui refuse une telle existence, et ce, afin de garantir la prédication de plusieurs. Alors c'est vraiment cette inquiétude qui motive ma recherche, et ce, dans la mesure où je pars du principe que le système d'Avicenne n'est pas incohérent. Alors pourquoi tu dis que le système d'Avicenne il serait considéré comme pas cohérent ? Parce que jusqu'à présent, ce que tu nous as parlé, ça a l'air assez cohérent. Est-ce que tu peux juste nous en dire quelques mots ? Oui, alors pour Avicenne, et c'est un texte qui a beaucoup été analysé par les commentateurs, c'est
j'invite les auditeurs à aller voir si, par miracle, ils tombent sur un exemplaire d'Avicenne, c'est Métaphysique du Shifa 5, dans lequel Avicenne explique que les essences sont de pures entités logiques et qui n'ont pas d'existence hors de leur concrétisation dans la matière ou dans la psyché. Le problème, c'est que dès lors qu'on reconnaît que l'essence est un principe rationnel d'après lequel les choses peuvent exister, le fait que j'ai une forme, celle d'être un homme, qu'il y ait une information de la matière telle que je puisse exister, ça semble présupposer un primat de l'essence. Et donc on retournerait en quelque sorte dans un système platonicien dans lequel, du point de vue ontologique, du point de vue de l'être, l'essence jouerait un rôle déterminant. Dès lors, si l'essence joue un rôle déterminant dans l'existence, on serait tenté de leur accorder une telle existence. Et en fait, c'est tout le problème quand on regarde les textes. Il apparaît qu'à certains endroits, dans la métaphysique du Shifa notamment, Avicenne fasse droit à une existence divine des essences. Et c'est donc encore une fois la compréhension du texte, j'entends compréhension au sens de tenir ensemble, qui devient problématique et fait l'objet de nombreux commentaires. Et du coup, comment, selon toi, en fait, c'est pas incohérent du tout? Parce que du coup, comme tu dis bien, c'est pas une position strictement platonicienne qui tient, c'est même pas une position aristotélicienne. C'est quoi la spécificité? Alors, la spécificité, selon moi, de la philosophie avicénienne, c'est véritablement la théorie de l'émanation. Pour faire aussi simple que je peux le faire, on a d'abord un être nécessairement existant par lui-même, à savoir Dieu, qui s'intellige lui-même, et dès lors qu'il s'intellige, il crée en quelque sorte une première intelligence. Cette intelligence s'intellige elle-même et détermine sa possibilité. Ensuite, elle intentionne ou elle intellige son principe, et dès lors, elle émane une autre intelligence. Donc c'est un système qui va se reproduire comme ça 10 fois. Pour bien se représenter la chose, on peut se rapporter à la cosmologie, aristotélicienne ou ptoléméenne, dans laquelle la Terre occupe le centre et dans laquelle les astres décrivent des mouvements réguliers et éternels. Et donc, Avicenne articule cette émanation par intelligence successive avec une théorie du mouvement des astres. Et donc, si on pense la création dans ce sens, on voit bien que en vertu du caractère principiel et foncièrement actif de Dieu,
tout ce que pensent les intelligences doit se réaliser. Alors, je parle de ces 10 sphères. Là encore, je pense que c'est un vocabulaire qu'on peut comprendre. La 10e sphère, donc, qui va émaner les formes ou les essences dans les réalités psychiques et matérielles, s'identifie à l'ange Gabriel. Donc c'est la dernière sphère, c'est la sphère de la Lune dont il est question. Donc le fait que nécessairement Dieu émane les possibles ou les essences, pour moi, cette conception, elle permet d'échapper justement à cet ordre du possible qui subsisterait indépendamment de l'existence. En effet, si tous les possibles se réalisent, alors jamais ils n'existent par eux-mêmes, indépendamment des individus dont il est question. Alors, comme je disais, le principe d'émanation se reproduit jusqu'à la dernière intelligence, donc l'ange Gabriel, qui émane les essences ou les formes dans le monde. Alors du coup, donc cette idée d'émanation, ça nous paraît assez, on va dire spécial, surtout avec l'idée de l'ange Gabriel, etc. Il faut suivre, on va dire. Est-ce que tu peux nous résumer grosso modo ce que l'ange Gabriel, ça veut dire de manière rationnelle, et d'une certaine manière aussi, une autre question que je voulais te poser, c'est que du coup, il y a cette idée de Dieu, le principe lui-même, qui émane d'autres intelligences, donc une dizaine, 10, voilà. Mais du coup, comment tu penses, parce que il y a bien cette idée dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'antériorité. Il ne faut pas que ça soit avant, ni que il faut pas qu'il y ait un lien temporel. Comment, du coup, Avicenne, il arrive un peu à éviter ce truc-là? Tout d'abord, pour répondre à ta question en ce qui concerne l'ange Gabriel, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas contraint de se tenir à une représentation un petit peu anthropomorphe d'une créature, humanisée avec des ailes pour comprendre l'ange Gabriel. Pour moi, on peut comprendre cet ange Gabriel, qu'on appelle aussi intellect agent, comme un être au sein duquel l'ensemble des possibles entretiennent entre eux des rapports logiques. En somme, ce serait une forme de pensée indépendante de la psyché humaine, une forme de rationalité qui excéderait l'esprit humain et qui organise la réalité. Alors, je trouve vraiment très intéressant d'envisager cette thèse parce que on a déjà en demeure l'idée que la pensée humaine n'a pas l'exclusivité de la pensée, et en ça on a déjà un reproche qui va être adressé à ce type de pensée au XXe et qui est dénoncé sous la forme d'un psychologisme. Pour répondre à ta question en ce qui concerne l'antériorité et la postérité, il faut bien voir que l'antériorité et la postérité n'est pas nécessairement un phénomène temporel. Alors, pour clarifier quelque peu la possibilité d'une antériorité
et d'une postérité qui ne serait pas temporelle, Avicenne emploie l'exemple de la main qui tourne la clé dans la serrure. Donc, le mouvement de la main et le mouvement de la clé sont contemporains l'un de l'autre. Ils se produisent en même temps. Cependant, le mouvement de la main est antérieur d'un point de vue causal au mouvement de la clé. C'est bien la main, le mouvement de la main qui est cause du mouvement de la clé. C'est-à-dire que d'un point de vue temporel, les deux choses sont solidaires, mais d'un point de vue causal, c'est le mouvement de la main qui est antérieur au mouvement de la clé. Et avec cette conception, on arrive à sortir en quelque sorte d'une représentation strictement temporelle d'un avant et d'un après. Alors, on va essayer de conclure ensemble, Mathieu. Moi, je te connais pas mal. Moi, j'aimerais bien que tu parles plus de des choses qui, toi, te touchent plus personnellement. Et tu peux laisser tes papiers tranquilles. Tu vas pouvoir me répondre, je pense, directement. Alors, je sais que la recherche, pour toi, c'est pas forcément une partie de plaisir, même si tu y trouves beaucoup de stimulation intellectuelle et voilà, même tu as pu rencontrer des personnes que tu apprécies, pas moi. Mais du coup, oui, tu m'apprécies quand même, mais c'est pas moi que tu as rencontré à ce moment-là. Du coup, voilà, c'est plus plus pour des gens qui, juste parler de ton expérience de qu'est-ce que c'est chercher en philosophie, les choses que toi tu as pu apprendre justement, voilà, développe un peu. Oui, effectivement. Alors, la recherche, telle que je l'envisage, il y a premièrement la proximité avec le texte. Ça, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience en licence, et je dirais que c'est par là que j'ai commencé à approcher la philosophie médiévale. Je voyais bien que pour mes condisciples, le texte souvent constituait un frein à la lecture. Et comme j'avais un désir assez puissant de surmonter la difficulté technique, c'est un peu ce qui caractérise mon attitude, que je me suis beaucoup impliqué dans cette direction. Alors effectivement, la recherche, il y a il y a une espèce de dualité dans la recherche, parce que d'une part, je suis passionné par mon objet, et je trouve que ça pose de gigantesques questions, et par ailleurs, j'ai peur d'être toujours complètement dans le faux, d'être un ignorant caractérisé. Et c'est en fait dans le voyage dans le texte et auprès des commentateurs que parfois j'arrive à être rassuré. Donc je suis toujours entre un enthousiasme absolument démesuré et une angoisse tenace. Donc ça, c'est vraiment la manière que j'ai de vivre la recherche, mais qui quelque part, je voudrais le dire, se termine bien. En ce qui concerne mon expérience de Master 1, c'est ce qui me permet de parler pendant 50 minutes d'Avicenne. 1 heure, mais c'est pas grave, Mathieu. Du coup... Nous arrivons au terme de ce nouveau numéro d'Étonnant Nom. Je tiens à remercier chaleureusement mes invités, Mathieu et Enzo. Merci pour cet échange absolument éclairant. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain
à la même heure pour un nouveau numéro d'Étonnant Nom. D'ici là, vous pouvez retrouver la rediffusion sur YouTube et sur le site de radiocampustour.fr.